Bonjour chers auditeurs pour cette nouvelle émission du jeudi, nouvelle émission d'autant plus que les créneaux horaires ont un peu changé. J'avais une émission à jeudi à partir de 18h jusqu'à 19h30 et aujourd'hui cette émission sera de midi à 13h30. Vous me retrouverez donc tous les mois à partir de midi jusqu'à 13h30. Alors aujourd'hui, une émission consacrée au thème suivant, localisme et fédéralisme ou la nécessité de défendre l'enracinement. J'ai invité pour ce faire Jean-Philippe Chauvin, professeur d'histoire en lycée public, membre du bureau politique d'Action française et du groupe d'action royaliste, collaborateur au bien commun. Rémi Soulier, critique littéraire et essayiste, il dirige l'émission Les idées à l'endroit sur TV Liberté, auteur du livre Racination aux éditions Pierre-Guillaume Deroux en 2018 et Patrice Charnel et Provence absolue aux éditions de la Nouvelle Librairie en 2023. Philippe Maxence, directeur et éditeur de L'Homme Nouveau, il vient de publier l'ouvrage de Chesterton, Plaidoyer pour une propriété anticapitaliste. Alors, je suis content de retrouver Philippe Maxence dans les tutos de Radio Courtoisie. Moi aussi. Je vous invitais souvent dans le temps et avec Pierre-Alexandre Bouclet et on faisait des émissions sur Chesterton dont vous êtes un des spécialistes et beaucoup d'autres auteurs. Et je me souviens aussi de chroniques dans la Nef où vous écriviez sur Henri Pourrat, Gustave Thibon, des auteurs en général assez enracinés ethniquement, culturellement et spirituellement, chrétiennement. On regrette un petit peu d'ailleurs que dans L'Homme Nouveau et dans la Nef, mais peut-être que vous n'y écrivez plus aujourd'hui. Alors pour la Nef, non, je n'y écris plus, voilà. Donc là Vous déclinez toute responsabilité. Je décline toute responsabilité. Mais dans L'Homme Nouveau, que vous puissiez revenir à ces portraits que vous faisiez, qui étaient vraiment enchanteur. Je vous dis franchement, comme pensé, incarné, senti, vraiment des portraits qui étaient toujours très bons et qui étaient très à la fois conceptuels et concrets en même temps. Oui, peut-être, effectivement. Mais on ne peut pas tout faire. Oui, voilà. Le problème de la direction d'un journal et de deux maisons d'édition, en fait, c'est que ça prend pas mal de temps. Et que j'ai dû laisser à d'autres le soin de s'occuper de la rédaction de L'Homme Nouveau, et c'est très bien d'ailleurs, il faut aussi que les jeunes générations puissent occuper la place qui leur revient. Donc il n'est pas dit que je ne revienne pas un jour à mes premiers amours. Déjà en éditant le Chesterton. Alors oui, là, dans une certaine mesure, pour le plaidoyer pour une propriété anticapitaliste, c'est presque la demande qui a fait que nous avons réédité ce livre, auquel je tiens d'ailleurs, mais il en est à sa 3e édition, il était épuisé, donc, et on nous le demandait de manière assez fréquente. C'est pas non plus des tirages, c'est pas le best-seller de l'année. Enfin, pardon pour ce terme, je ne devrais pas employer sur ces ondes. Mais en tous les cas, c'est un livre qui porte une vraie réflexion, qui rencontre pas mal d'échos parmi la jeunesse, qui essaye justement de lier à la fois ce souci d'enracinement, de justice sociale. C'est des thèmes aussi que je sais qui peuvent vous intéresser. Oui. Et puis quand je dis enracinement, c'est pas simplement enracinement dans une terre, ni enracinement dans une culture, c'est aussi la prise en compte de la dimension nationale et de tout ce qu'elle porte. On pourrait même peut-être aller jusqu'à dire enracinement spirituel, chrétien, enracinement oui, bien sûr, chez Chesterton, familial, local, national. Chez Chesterton, il y a un enracinement chrétien, parce qu'il est chrétien d'origine, il est converti au catholicisme en 1922, donc c'est très clair, il est connu comme étant un grand défenseur du catholicisme à sa manière, cela étant. Mais dans le plaidoyer pour une propriété anticapitaliste, c'est pas d'abord sa démarche catholique qui rentre en compte. Je dirais presque, je sais que le mot est un peu galvaudé, mais enfin le terme est un peu galvaudé, c'est presque du bon sens. C'est une réflexion sereine sur le constat d'abord que parce que ce qu'il prône, c'est la possibilité d'une société qui permette à chacun d'être propriétaire de ses moyens de production. Et donc c'est plutôt une démarche sociale et économique. Et distributiste, pour reprendre le terme d'Hilaire Bollock, oui, qui l'a formé un petit peu. Les deux ont correspondu.
vu. Voilà, on parlait du Chester Bullock, c'est chaud parler d'eux comme étant un monstre à deux têtes, Ouais. et le Chester Bullock. Donc ce que pensait l'un, l'autre le pensait. Donc ils ont créé tous les deux une ligue distributisme, et le terme dit distributisme en français sonne pas toujours très bien, mériterait des explications, mais je vais pas non plus monopoliser le micro. En tout cas, il y a le livre, un plaidoyer pour une propriété anticapitaliste, ne demande pas une adhésion d'abord au catholicisme, ni même au christianisme. C'est une réflexion économique et sociale par un Anglais des années 20. Je dis par un Anglais, et c'est intéressant parce que notre monde est très influencé aujourd'hui, très concrètement, par le monde anglo-saxon extrêmement libéral dans toute l'étendue du terme. Et évidemment, il y a un côté prophétique de ce fait-là, me semble-t-il, qui ressort des approches de Chesterton et de Belloc et de toute cette école. Alors mes questions et vos réponses nous renvoient tout de suite au thème d'aujourd'hui, finalement, à l'enracinement. Je pense que vous l'avez fait exprès. Au localisme. Un petit peu, c'était une transition que je m'étais octroyée. Voilà. Très bien. Et je vais vous poser une question qui, elle, est peut-être moins attendue, mais qui permet de dissiper peut-être les malentendus. Le livre s'intitule « Plaidoyer pour une propriété anticapitaliste ». Vous avez bien dit, propriété familiale, communale, professionnelle, nationale. Bon, c'est une propriété qui consiste finalement à se réapproprier les communautés d'appartenance auxquelles les individus se raccrochent ou s'agrègent contre l'État centralisateur et le capitalisme prédateur. Et le féodalisme, dans le cas de Chesterton, oui. Mais, on pourrait croire, en lisant ce titre, et je crois qu'il y a certains auditeurs qui ont été un petit peu déboussolés, parce que quand le titre dit « Plaidoyer pour une propriété anticapitaliste », on pourrait tout aussi bien, si l'on ne savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur, l'intituler « Plaidoyer pour une propriété capitaliste », parce que la propriété privée est défendue par les libéraux, et la propriété privée de réappropriation de ses moyens de production est défendue aussi par les anticapitalistes. Oui, alors d'abord, peut-être une petite précision, le titre de l'édition française n'est pas le titre d'origine. D'accord. Le titre d'origine, c'était, on pourrait le traduire grosso modo, pour retrouver sa santé mentale. Quand on a travaillé sur la première édition de ce livre, on s'est dit que ça n'allait pas énormément parler au lecteur français. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a effectivement une ambiguïté ou quelque chose d'équivoque dans ce titre, avec l'association de propriété et d'anticapitaliste. Chesterton se définissait comme un anticapitaliste, ou plus exactement, il disait le problème du capitalisme, c'est pas qu'il y ait des capitalistes, mais c'est qu'il n'y en ait pas assez. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une concentration dans la main de quelques-uns de la propriété. Mais est-ce que ça n'est pas ce qu'on appelait autrefois le capitalisme populaire ? Peut-être, oui, appelez-le capitalisme populaire, ou tous propriétaires. Tous propriétaires. Ça, c'était vraiment la grande idée de Chesterton. C'est-à-dire que il avait une vision très anti-aristocratique et très anti-bourgeoise au sens de la classe sociale possédante. Je dis possédante pour l'Angleterre. Hein. Il faut s'imaginer encore des familles aristocratiques très riches avec énormément de propriétés. Et donc, son idée, c'était de revenir à un modèle qui était la société médiévale, où chaque famille, finalement, possédait la propriété de ses moyens de production. Et les métiers étaient organisés en guildes, en corporations, enfin, en regroupements, donnez là aussi le nom que vous voulez, en regroupement associatif d'ordre professionnel. Et ça structurait évidemment la vie à la fois sociale et économique du pays. Donc c'est ça son modèle. Son problème avec le capitalisme moderne, libéral, c'est de dire qu'en fait c'est finalement une concentration du pouvoir entre la main de quelques-uns. Et de ce point de vue-là, il note qu'il n'y a pas de réelle différence avec le communisme où en fait dans le communisme c'est la concentration de la propriété privée, enfin de la propriété dans le main de l'État. Et le capitalisme, on va dire libéral pour faire vite, c'est la concentration aussi dans la main de quelques-uns. Il y a juste un degré, enfin
différence d'échelle, enfin de degré plus exactement, mais ça revient exactement à la même chose. Donc lui prône une autre forme de capitalisme, finalement, c'est de répandre le plus possible la propriété privée. Finalement, de propriété communautaire et pas collectiviste, d'une certaine façon. Alors d'abord, faut s'entendre sur les termes, évidemment. Mais... Oui, parce que communautaire, oui, aujourd'hui, ça renvoie pas forcément. D'abord familial. Ouais. Hein, son grand modèle auquel lui il était incapable personnellement qu'il était incapable d'incarner. C'est un citadin total, mais il a essayé de lancer un grand mouvement de retour à la terre où les familles se réinstallent, dans la campagne anglaise et possèdent leur métier. Le père de famille, c'est une vision qui date peut-être, mais où le père de famille possède son métier et que son métier est suffisamment rémunérateur pour le permettre de faire vivre sa famille, dans lequel il associe d'ailleurs. Là aussi, les travaux de Christopher Lasch, là, on change un peu, mais on l'ont bien montré. L'idée de la famille, où la mère reste cantonnée dans son foyer. Dans son foyer, dans sa maison, reçoit ses petites amies pour le thé. C'est non seulement une vision bourgeoise, mais finalement assez récente, assez limitée. Et dans les sociétés plus anciennes, en fait, on associait à la fois, l'épouse était associée au métier de son mari. C'est le cas des artisans encore, on le voit, c'est le cas des agriculteurs, voilà. Et il y avait une association, c'est la première association, la première communauté finalement, où les époux et même les enfants participaient à la vie professionnelle, tout en faisant que la mère puisse éduquer ses enfants et que les enfants puissent grandir en recevant l'instruction qui est nécessaire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, parce que je m'en suis un peu éloigné, mais... Moi, je vais vous en éloigner encore plus pour vous posant la dernière question sur Chesterton. J'ai d'autres invités, ils vont y venir, mais nous avons déjà un peu effleuré la question de l'enracinement. Alain Benoît, il y a quelques années, avait écrit un article dans Éléments concernant justement l'un de vos livres sur Chesterton. Et il avait bien expliqué en quoi l'anticapitalisme de Chesterton était opératoire, juste, etc. Mais il y voyait une limite, c'est que la notion de gratuité, de désintéressement, la critique de l'accumulation, de l'exploitation, etc., n'était pas tellement répertoriée par Chesterton lui-même. Oui, alors il faut, là aussi, je me souviens vaguement de cet article qui m'avait un peu agacé pour rien vous cacher. Évidemment, il ne faut pas demander à Chesterton, qui ne peut demander, oui. Non, mais qui est mort en 1936, d'avoir une réflexion poussée sur un certain nombre même si les problèmes étaient déjà présents, mais sur des problèmes et des solutions qui sont apparus beaucoup plus récemment. Par ailleurs, Chesterton, ce n'est pas un théoricien. Oui. C'est pas du tout un théoricien, c'est un journaliste au sens du chroniqueur. Ce qu'il aime, c'est surprendre, enthousiasmer son public, le faire rire. C'est par réaction à l'injustice sociale qu'il a constatée qu'il a dû ou qu'il se sentit obligé, je n'étais pas à sa place, de se pencher sur ces questions d'ordre politique. Donc chez lui, il n'y a à aucun moment une théorisation un système qui fait qu'il le dit lui-même, il l'admet lui-même, il le reconnaît lui-même, et d'ailleurs il est fait comme ça. Donc on ne peut pas demander à quelqu'un, Chesterton, c'est pas Alain de Benoît, c'est pas Marx, c'est pas Adam Smith. Même si des livres comme Orthodoxie ou Hérétique sont des livres sont d'abord très intéressants. Non, mais sont des livres très riches, très intéressants. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Je me nourris quasi quotidiennement de Chesterton. C'est pas le sujet. Oui. Mais ce sont pas des essais systématiques. Des livres doctrinaux, philosophiques aboutis. Il y a de la doctrine, il y a de la littérature, il y a de la philosophie. Tout mon travail, et puis je vais arrêter quand même, je me sens très très mal à l'aise vis-à-vis Non, tout mon travail personnel contraire. À propos de Chesterton, ça a été justement d'essayer de faire découvrir au public français qui voulait bien m'écouter que derrière l'humeur de Chesterton, les mots de Chesterton, les paradoxes de Chesterton, la fantaisie de Chesterton, ses romans, ses poésies, ses essais,
etc., etc., et même ses dessins, parce qu'il était d'abord artiste au sens de dessinateur, et c'est qu'il y avait une vraie philosophie sous-jacente qui dépasse notre sujet, donc je vais pas la développer, mais il n'y a rien de systématique, tout affleure par, c'est qu'à le dire, par étincelle, mais rien n'est linéaire et construit, c'est pas non plus Maurras, Bien sûr. Pour faire une autre comparaison. Oui, d'accord. Alors, je rappelle que nous consacrons cette émission au thème localisme et fédéralisme ou la nécessité de défendre l'enracinement. On vient d'en parler un petit peu. Je me tourne maintenant vers Rémi Soulier et vers Jean-Philippe Chauvin. Question abrupte, qu'est-ce que l'enracinement? Est-ce que Simone Veil, la philosophe, a écrit ce livre, L'enracinement, qui a été publié après-guerre grâce à son ami Gustave Thibon? Est-ce que c'est le même enracinement que celui précisément de Gustave Thibon? Quels sont ces enracinements? Bref, comment définiriez-vous aujourd'hui l'enracinement pour que les gens comprennent bien de ce dont il s'agit? Alors, vous avez cité Simone Veil, effectivement, avec son grand livre, entre autres ouvrages, L'enracinement. Et c'est une chose importante parce que l'enracinement, elle le pense d'abord parmi les droits de l'âme, en quelque sorte. C'est-à-dire que, en platonicienne qu'elle est, Simone Veil considère, à juste titre, bien sûr, que l'enracinement est certes terrestre, mais qu'il est également céleste. Et c'était la même chose pour Gustave Thibon, bien entendu. Il ne s'agit pas de promouvoir une forme de dualisme et qui pourrait muter en une forme de matérialisme ou de naturalisme si l'enracinement était pensé exclusivement sur un mode terrestre ou terrien. C'est que la Terre elle-même est voisine du ciel et inversement. Donc l'enracinement, je crois il faut avoir les deux perspectives qui n'en font qu'une au fond en tête lorsqu'on définit l'enracinement. Donc il y a à la fois l'enracinement que l'on pourrait dire charnel, y compris dans une lignée. Là, on irait plutôt du côté de Peggy, mais enfin tout ceci n'est pas exclusif, ils ne sont pas exclusifs les uns des autres. Donc une lignée, un enracinement selon le sang, pourrait-on dire, hein, une lignée charnelle. Une lignée, oui, de Barès également, de la Terre et des Morts, des grands penseurs de l'enracinement aussi. Donc une lignée qui est fondée sur un héritage, disons, charnel. Bon. Il y a un enracinement de type géographique, pour parler de manière très, très immédiate, qui est l'enracinement provincial. Donc il viendrait, puisqu'il a été question des communautés naturelles, il viendrait après cette première communauté naturelle qu'est la famille, mais qui ne sort pas de n'importe où, qui est elle-même héritière d'un lieu, d'une province. Donc il y a cet enracinement provincial, presque l'enracinement vous avez cité Henri Pourrat, l'enracinement patriotique, mais patriotique non pas au sens bien sûr idéologique et révolutionnaire, c'est-à-dire au sens de la hideuse abstraction, abstrait, voilà. Mais voilà, qui est une catastrophe évidemment, mais de la patrie vue comme un horizon de collines, un horizon délimité par un ciel et délimité par des vergers, par des cultures, par des arbres. Donc voilà, c'est quelque chose de très charnel, de très organique et conséquemment de très organiciste. Et puis, il y a un enracinement, et alors cela s'étend, évidemment, pour utiliser un terme moderne, éminemment, à la nation elle-même, mais avant au royaume. Quand il est question du royaume, je regarde Jean-Philippe Chauvin en priorité, mais avec raison, le royaume, à la différence de la nation, c'est parfaitement concret. C'est la preuve, d'ailleurs, si j'ose dire, c'est que, comme le disait Kantorowicz, le roi a deux corps, les deux corps du roi. Il y a deux corps. On est vraiment aux antipodes de l'abstraction. Donc, dans ce cas-là, l'enracinement est effectivement possible. Et puis, donc, aux dimensions royales ou aux dimensions nationales. Et puis, il peut y avoir l'enracinement civilisationnel, également, à l'échelle continental, européen, qui là aussi ressorti, qui n'est pas antagoniste, qui n'est pas antagonique de l'enracinement premier, c'est-à-dire de l'enracinement selon le sang, selon la chair, mais qui constitue une dimension de peuplement et de peuple plus vaste. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire enracinement racial?
On peut parler d'enracinement ethnoculturel, d'enracinement racial, d'enracinement racialiste, enfin bon, on peut... Non, mais je le dis parce que la dimension, on a un peu de pudeur à pouvoir citer ce nom. Oui, donc il faut le dire clairement, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ce qui est problématique dans ces questions-là, contrairement à ce que croient nos contemporains, c'est lorsque l'on envisage cette question-là sur un plan matérialiste, et exclusivement matérialiste et biologisant. Ouais, alors là, rapidement, on dit n'importe quoi. Exactement. Bon, voilà, ça c'est un problème. Mais si on l'envisage dans un sens beaucoup plus subtil, et voilà, évoquer la race du corps, la race de l'âme, la race de l'esprit, là on commence à s'ouvrir sur un certain nombre de réalités qui n'ont absolument rien de scandaleux, y compris pour des regards modernes, sauf en étant particulièrement obtus. Paul Serran, par exemple, qui est un ami de Jean Mabir, qui était catholique, très régionaliste, a écrit un livre sur la Bretagne et la France et un autre sur le réveil ethnique des peuples. Oui, mais bien sûr. Et pourtant, vraiment, il était dénué de toute forme de racialisme, de matérialisme biologique. Oui. Et c'était parfaitement sain et ça n'avait rien d'homogénéisant. Non, d'autant que le racialisme biologisant est une hérésie moderne, si j'ose dire. Enfin, c'est quelque chose qui relève véritablement de l'anthropométrie et l'anthropologie pseudo-scientifique. C'est une création, c'est une créature qui est parfaitement moderne, enfin qui surgit au XIXe siècle, qui est vraiment... Et puis donc dernier point de la lignée, en quelque sorte, au-delà de l'horizon des collines inspirées, comme dirait Barrès, eh bien on a précisément l'horizon céleste, le ciel que l'on a au-dessus de soi et qui ouvre à une dimension infinie. Mais précisément, là encore, dans cette perspective de l'enracinement, telle qu'elle doit être pensée de mon point de vue, il n'y a aucune contradiction entre le saisissement de l'enracinement dans la finitude, dans le fini, je dirais même avec Péguy dans le terroir, donc dans ce qu'il peut y avoir de plus mesuré, de plus mesurable, apparemment de plus petit, et puis la dimension de l'infini. Puisque l'infini, alors précisément, contient le fini. La question se pose, Rémi Soulier, enracinement national, on pense bien à la langue française, on pense bien à la constitution des régions qui ont été dans la royauté jusqu'à en tout cas une certaine période, puis ensuite été constitutifs de ces différents enracinements. Mais l'enracinement européen, quoique on soit européen, c'est mon cas, l'enracinement européen voudrait qu'il y ait une patrie européenne. Or, il existe des peuples d'Europe, mais il n'existe pas de peuple d'Europe au singulier, et donc par conséquent de patrie européenne. Ça impliquerait un retour effectivement à une conscience originaire, à une conscience que l'on pourrait, ou originelle, que l'on pourrait dire indo-européenne. Mais l'espace... Est-ce que c'est pas un peu hors sol aujourd'hui? Ah si, en tout cas, disons que ça n'est pas immédiatement ce à quoi on va penser, d'autant que l'évocation de ces questions est souvent sujette à caution, à tort bien entendu, mais enfin bon. Mais en revanche, ce qui est très concret, ce qui est très palpable, c'est l'héritage civilisationnel. Dans le registre littéraire, dans le registre architectural, dans le registre musical, il y a un timbre européen en quelque sorte, il y a une manière d'envisager les choses européennes depuis la Grèce et Rome, en passant par les médiévaux et la catholicité, et puis la réforme, le luthéranisme, etc. Donc il y a là quand même un point qui est de rassemblement possible, qui n'est pas négligeable. C'est peut-être la différence entre les peuple d'Europe et le peuple européen, où là il y a une ambivalence. Bien sûr. Oui, et puis surtout un oubli, en quelque sorte. Alors Jean-Philippe Chauvin, première question déjà pour citer précisément Maurras, comme l'a fait Rémi Soulier. L'enracinement national, l'enracinement européen, Maurras était pour le premier, mais pas forcément pour le second. D'abord, je crois, vous me démentirez si vous croyez que cela a été erroné. Et deuxièmement, est-ce que l'enracinement national peut aujourd'hui être compatible avec un royalisme maurassien, sachant que l'enracinement national, Maurras était essentiellement lié à la latinité et au monde méditerranéen, et pas tellement au monde germanique, scandinave, etc. D'où la difficulté aussi d'appréhender cet enracinement européen. Je pense que de toute façon, pour Maurras, l'idée d'enracinement, elle s'inscrit aussi dans une histoire.
je suis très marqué par le fait que Maurras s'est dit, jusqu'à sa mort, dans le dernier texte véritablement construit, Jard de Biot, je suis le plus ancien fédéraliste du moment. Ouais. Et c'est vrai qu'il avait commencé d'ailleurs sa carrière par la déclaration des faits libres en février 1892. Et il prenait et il prônait autant le terme que le sens du mot de fédéralisme. Et il renvoyait l'accusation d'autonomisme séparatiste à la République. Je crois qu'en définitive, l'enracinement est pluriel. On a parlé d'un certain nombre d'enracinements locaux, communaux, familiaux, professionnels aussi, hein, sur lequel Chatterton qu'il évoque, mais que la Tour du Pin a aussi beaucoup mis en avant. Et en fait, d'ailleurs, quand on regarde un petit peu dans l'historique de la théorisation d'une forme de fédéralisme monarchiste ou d'action française, en fait, il commence bien avant que l'AF n'existe elle-même, à travers entre autres la Tour du Pin, parce qu'on oublie toujours que la Tour du Pin s'est intéressée au corps de métier, ce qu'on a appelé les corporations, assez tardivement d'ailleurs. Il s'est intéressé aussi à la décentralisation. Il écrit par exemple... L'idée de décentralisation, qui fut un petit opuscule de Maurras lui-même. Tout à fait. Il écrit... la Tour du Pin écrit même une préface à un autonomiste breton, monarchiste, etc., en rappelant justement cette notion des peuples de France, etc. Comme Louis XVI s'était adressé aux États généraux, non pas une Assemblée nationale une et indivisible, mais aux États généraux de France, et il évoquait les peuples de France. Donc je pense que l'enracinement aujourd'hui... Excusez-moi, juste à la fin de sa vie, il a même écrit « Je suis le plus vieux fédéraliste de France ». Tout à fait. Vous avez devant vous sans doute probablement le plus ancien fédéraliste de France, et c'était vrai, et c'était concret. Et c'est d'ailleurs un des éléments d'accès à la pensée maurassienne et au nationalisme entre guillemets maurassien, c'est justement l'autonomie des régions, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le régionalisme, mais le terme m'ennuie un peu. Oui, oui. On pourrait dire provincialisme, le terme aussi est un peu compliqué. Il n'y a pas de mot qui convient bien. Voilà. Donc, régionalisme, ça renvoie à provincialisme et ça reste péjoratif. Oui, alors dans mon cas, c'est pas du tout péjoratif, je évidemment. sais bien. Mais c'est en tout cas l'amour de ce que l'on est, d'où l'on est. N-A-I-T aussi, c'est l'idée que on a quelque chose qui nous est donné, que nous sommes des héritiers, quels qu'ils soient, et que on a des héritages locaux, provinciaux, familiaux à transmettre, et en même temps qu'il y a autour, il y a le plus vaste cercle communautaire, on connaît le terme, qui est la nation et qui peut accueillir justement toutes ces différences. Parce que, par exemple, j'explique à mes élèves que la langue bretonne est une langue française, mais elle n'est pas une langue francophone. Elle est une langue française dans le sens où elle était parlée en France jusqu'à une période récente de manière importante, beaucoup moins malheureusement aujourd'hui, et que ça n'empêchait pas le breton qui ne connaissait pas un mot de français d'être un bon sujet du royaume de France, d'être un bon français et même d'aller se faire tuer à la guerre de 14-18, parfois sans comprendre toujours les ordres qu'on lui donnait malgré la scolarisation qui avait eu lieu donc dans les décennies précédentes. Je pense que c'est extrêmement important. Si je suis français, c'est parce que je suis breton. Ce n'est pas l'inverse qui est vrai d'une certaine manière. Je suis breton par naissance, avec d'autres héritages, normands, ménots, etc. Et c'est parce que je suis breton que je m'inscris dans une histoire longue, que je trouve cette protection justement de toutes les différences au sein du royaume de France. Malheureusement, la nation jacobine a voulu voir que l'unité et l'indivisibilité. Or, il faudrait voir les peuples, au sens fort du terme, les communautés, les familles, c'est le pluriel. Braudel a eu un très bon mot. Il n'a pas employé le terme de diversité. Il a dit « la France est plurielle ». Je crois que c'est vraiment le terme qui convient pour comprendre un peu la nature de l'enracinement. Mais je vous avoue qu'il y a aujourd'hui un souci. Là, je sors du lycée, je retourne ensuite. Je vois bien que les générations actuelles ne sont plus enracinées. C'est-à-dire que l'enracinement qu'elles ont, entre guillemets, c'est un enracinement médiatique, je dirais TikTok et compagnie. C'est-à-dire que c'est une... Un petit peu ce que Michel Maffezoli appelle les nouvelles tribus en son temps. Oui, mais là, tribus de substitution. C'est plus inquiétant parce qu'on voit qu'ils n'ont plus de racines, ils ne vont pas chercher les racines du proche. Beaucoup ne savent pas, ils passent devant la chapelle du lycée, ne savent pas à quoi ça se réfère si on ne leur explique pas. Il y a l'idée, il y a un grand déracinement
général et un réenracinement qui peut se faire par des communautarismes religieux, par des idéologies ou par une espèce de communautarisme. Alors ça peut être pas seulement religieux, des communautarismes ou des causes lointaines. Assez étrangement, on voit des jeunes qui s'enracinent dans la politique. Jadis, c'était par le Vietnam, mais ça restait encore très mesuré, par l'affaire palestinienne. C'est assez marquant quand on discute avec des jeunes, etc., de voir que cette identité qu'ils pourraient avoir liée à la France, liée au lieu où ils sont, etc., ça ne leur parle pas, alors que quelque chose de lointain, mais qui apparaît comme d'une très grande visibilité, qui laisse entendre tous les grands clivages de ce monde ou autre, eh bien, c'est leur nouvelle forme d'enracinement. Ça nous pose souci. Là, vous parlez d'immigrés extra-européens. Non. Pas seulement. Pardon. Je parle des élites. Je parle des élites. Je parle des élites. J'ai constaté avec des élèves de Sciences Po et des jeunes de l'université de Rennes 2 que désormais, on dit que le poisson pourrit par la tête. C'est pas tellement justement les populations déracinées, premièrement déracinées si on veut, c'est des populations qui sont nées dans un cadre protégé et qui justement se projettent dans une nouvelle cause plus lointaine. Ils cherchent des racines au-delà de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils étaient. Écoutez, vous faites bien de le dire et je vais prendre tout de suite leur adresse pour y adhérer parce que là, franchement, c'est une nouveauté que Philippe Maxence et Jean-Philippe Chauvin m'apprennent. D'une tristesse. Pas que... Une grande tristesse. Oui et non. Cette nouveauté de... Oui et non. Oui, il faut bien saisir. Oui, c'est pas la même chose. Oui. On est, me semble-t-il, je ne sais pas si on sera exactement d'accord, mais je pense qu'on est arrivé, peut-être pas au stade ultime, mais en tous les cas à un stade très avancé d'une individualisation poussée, fruit de l'histoire, fruit des choix capitalistes, libéraux, technologiques, etc., qui fait qu'aujourd'hui, aussi bien les populations immigrées, qui sont déracinées, premier déracinement, que nos jeunes, et particulièrement les citadins, pour le coup, si j'ai le temps, j'aurai une anecdote sur le sujet, pour établir la différence, ne sont plus que des individus détachés de tout, en fait. Et beaucoup même détachés de leur famille qui ont explosé. Donc il n'y a plus d'enracinement en fait. Il n'y a plus d'enracinement familial, il n'y a plus d'enracinement historique, il n'y a plus d'enracinement religieux pour la plupart, sauf pour certains formes un peu convulsives du Hamas ou des choses comme ça. Non, mais même sans aller jusque-là. Il y a des jeunes, en revanche, il y a une quête d'identité qui passe justement par une tentative de réenracinement. Donc il y a certains jeunes identitaires, par exemple, qui se disent voilà, je tiens à ce substrat national, à ce que représente la nation, l'histoire de France, etc. Et font le parallèle. Les Arabes ont comme religion l'islam, donc moi j'ai comme religion nationale le catholicisme. Donc se réenracine en quelque sorte dans le catholicisme. Mais on est quand même dans un stade d'individualisation totale. Il n'y a plus que des individus, il n'y a plus que des monades, si je puis. Et c'est pour ça qu'on est dans une incapacité par ailleurs à ce qui est un discours commun. On ne sait plus se parler aujourd'hui. En fait, vous voulez dire d'une certaine façon qu'il peut y avoir des valeurs communes héritées et par certaines communautés un peu artificielles ou hybrides, qui sont déracinées, mais qui vont trouver peut-être dans un certain communautarisme une raison de vivre. En tout cas, oui, c'est ça. En fait, on ne peut pas vivre, je pense que ça souligne quelque chose en creux, c'est que l'homme ne peut pas vivre. D'abord, c'est un animal politique, comme dit Aristote, et ça c'est le premier point, c'est qu'il ne peut pas vivre sans les autres. Et donc, il cherche, quand on arrive à ce stade, qui pour moi est vraiment évident d'individualisation totale, il cherche à sublimer ça, à boucher les brèches. Et donc, il recrée des choses. Alors, ça peut être des choses très lointaines de substitution à travers une cause. La défense du Hamas ou de la Palestine. Le parallèle avec le Vietnam me paraît très intéressant, effectivement. Et ça peut être d'autres processus auxquels nos jeunes
j'allais dire ceux qui certainement nous écoutent, bien sont également touchés. Ils reconstruisent quelque chose, il y a une part d'artificiel, mais il y a une part de besoin de l'âme, là aussi, pour parler comme Simone Veil et comme Rémi tout à l'heure. J'ai juste une anecdote, c'est que ça se passe en Mayenne, j'ai été frappé à plusieurs reprises, d'ailleurs, c'était pas la même personne, mais à plusieurs reprises. Et c'est pour dire que ça ne touche pas les gens des couches sociales les plus défavorisées. J'avais été surpris d'entendre une jeune femme qui, à 20 ans, disait qu'elle prenait pour la première fois le train et qu'elle partait pour la première fois, c'était en 2020-22, qu'elle partait pour la première fois de chez elle. Elle habitait à Mayenne, elle allait pour la première fois à Paris. C'est la première fois qu'elle prenait le train. C'est la première fois qu'elle quittait sa Mayenne natale. Elle ne connaissait du monde, à part ce qu'elle avait vu à la télévision, elle ne connaissait du monde que sa Mayenne. Et je l'ai entendu à plusieurs reprises, des garçons ou des filles qui, dans cette région, visiblement, restent complètement, je ne sais pas s'ils sont enracinés, mais en tous les cas, ont un attachement suffisamment fort à leur petite patrie pour y rester et avoir peur d'ailleurs de monter jusqu'à Paris. On se croyait quasiment au début du XXe siècle, quoi. Alors ça, de manière courte, ça pose le problème et la question, est-on forcément enraciné quand on reste au pays là où l'on est, et ne peut-on pas vivre ailleurs ou aller ailleurs pour autant communier avec sa communauté enracinée où l'on revient souvent? Voilà, je pense que c'est une vraie question. Ouais. Moi, je suis normand d'origine. Déjà, le terme que j'emploie indique beaucoup de choses. Je suis normand d'origine, jusqu'à mes grands-parents, toute mon ascendance n'a vécu qu'en Normandie, mes grands-parents inclus. Ma grand-mère maternelle parlait à la fois français et un patois dont j'ai reçu un petit peu, mais le fait des études, le fait du métier, moi je suis parti de Normandie. Certains de mes enfants se réclament normands, mais c'est une position de la Normandie. En fait, ils ne connaissent que les rares voyages qui nous ont permis d'y retourner ou que la transmission que j'ai pu leur en donner. Jusqu'à la façon de parler parfois. Et puis d'autres se sont complètement disent moi ça me concerne pas en fait. La Normandie, je suis pas enraciné dedans justement. C'est très beau, c'est très bien, ce sont nos racines peut-être, mais ça ne nous concerne pas en fait. Nous sommes d'ailleurs. Alors, on va parler du Rouergue et du pays provençal. Rémi Soulier, on parlera après de la Bretagne, vous en avez touché tout à l'heure un mot, Jean-Philippe Chauvin. Vous êtes rouergais d'origine. Ah oui, tout à fait, aussi origine familiale comparable à celle de Philippe Maxence, enfin analogue en tout cas à celle de Philippe Maxence, c'est-à-dire un enracinement très ancien. Oui. Mais en même temps, vous faites partie d'associations provinciales régionaliste, si j'ose dire. Oui, je suis membre d'à peu près toutes les organisations occitanes, occitanistes, félibréennes, enfin, je suis très attaché à la Languedoc également, et c'est précisément, d'ailleurs, c'était anecdotique, mais enfin, je me suis mis à apprendre la Languedoc que je ne connaissais que pour l'avoir entendue dans la bouche de ma grand-mère, qui, elle, c'était sa langue maternelle, véritablement, elle n'apprend le français qu'à l'âge de 6 ans, donc j'avais beaucoup de chants de ma grand-mère en tête quand j'étais enfant, bien sûr, mais je ne l'ai apprise, la Languedoc, qu'en étant parisien, en étant devenu parisien, où là j'ai éprouvé le besoin, la nécessité de concrétiser précisément en raison de l'éloignement ce qui était certes proche de manière intellectuelle, mais qui devait l'être encore plus à travers la langue, à travers les mots et à travers aussi la littérature, bien entendu. Alors pourquoi n'avez-vous pas justement renoué avec le Rouergue ? Ah mais moi je n'ai jamais passé plus à moins que vous ayez de patrie. Non, je n'ai pas de patrie, je ne suis pas parisien. Paris n'est pas. Non, mais Paris n'est pas patrie j'entends pour moi. la Provence d'un côté
Ah non. Et puis le rouergue de l'autre. Non, le rouergue, si vous voulez, fait partie de l'ère occitane. Donc je ne suis jamais entré dans les querelles entre les provincialistes, donc les tenants de la lignée mistralienne avec l'orthographe, etc. Donc ça c'est un peu technique. Et puis les occitanistes qui eux considèrent que il faut aller voir du côté d'autres grammairiens comme Alibert ou autres, à la normalisation de la langue. Je n'ai jamais entré dans ces querelles, ce qui fait d'ailleurs que je peux être à la fois proche de l'Institut d'études occitanes et du Félibrige. Enfin, voilà. Vous pourriez quantifier le nombre de personnes qui sont aujourd'hui enracinées dans cette identité, dans cette communauté d'appartenance, à combien à peu près, sinon à combien en tout cas, parce qu'on dit souvent qu'en Provence, le régionalisme a quand même beaucoup reculé. Quand on parle en général des peuples de France, on parle de l'Alsace, on parle de la Bretagne, on parle de la Corse, on parle de la Normandie, on parle de quoi d'autre, du Pays Basque. Je crois que l'Occitanie aussi, malgré tout. C'est difficile d'évaluer quantitativement. En tout cas, ça m'est difficile. Mais ce que je note, par exemple, c'est que d'un point de vue administratif ou politique au sens large, lorsqu'il s'est agi de changer le nom de la région, alors Midi-Pyrénées, il y avait eu un certain nombre de propositions de noms. Et la proposition première, et qui n'a même pas, qui a été immédiatement consensuelle, c'était Occitanie. C'est-à-dire que l'ensemble des habitants de Midi-Pyrénées, qu'ils soient occitanophones ou pas, ont considéré que leur région, avec raison d'ailleurs, c'était de l'Occitanie. Donc il n'était pas question. C'est pour dire que cette mémoire occitane est quand même, et malgré tout, très présente. Et puis elle l'est d'ailleurs, ne serait-ce que par l'accent. Enfin, l'accent du Sud-Ouest, comme on dit un peu bêtement. On l'entend bien. On l'entend bien à ce micro. C'est l'accent occitan. On a le plus grand plaisir. C'est l'accent occitan, hein, c'est ça. Max Rouquette, qui est un immense écrivain occitan, disait que les francimans, donc les Français du Nord, nous avaient ôté les mots, mais qui n'avaient pas ôté la musique. Et ce qui est vrai. Et c'est une conscience qu'ont la plupart des gens en Occitanie ou en Provence. Alors il y a un homme qui avait collaboré d'ailleurs un petit peu à l'Homme Nouveau, qui avait une très jolie voix, qui s'appelait Alexis Arrête, et qui était issu du Béarn. Oui. Un homme, alors là, pour le coup, très enraciné, qui est défendant l'écologie, l'identité de sa communauté, etc., etc. Et quand je lui parlais, en général, même ici, de l'Occitanie, il bondissait en disant « c'est artificiel, c'est bidon ». Et d'ailleurs, en général, c'est complètement repris par les gauchistes. Oui, c'est-à-dire que ça c'est la longue histoire de l'Occitanie. En gros, même si ce n'est pas le thème de l'émission, en gros, on peut dire que le mouvement provençalisant ou occitaniste est au départ un mouvement de Blancs du Midi. Bon, c'est alors de manière exemplaire évidemment avec Mistral, mais même au-delà. Ensuite, il y a des fractions qui se créent, des écoles différentes, en particulier autour de la conception de la Languedoc. Comment la faire revivre? Est-ce qu'il faut la faire revivre telle qu'elle est parlée, c'est-à-dire d'une manière fragmentaire, d'un village à l'autre? On n'a pas les mêmes mots parfois, on n'a pas la même syntaxe, enfin pas tout à fait en tout cas. Est-ce qu'il faut l'unifier à des fins de développement justement? Et donc, ce qu'il a emporté, il y a eu deux grandes écoles, donc l'école provençale mistralienne, et puis l'école occitaniste, avec une normalisation graphique, etc. Donc, Alexis Arrête, c'est artificiel? Non, je ne crois pas. C'est une manière d'avoir un idiome commun, du côté occitan, qui permet, en graphie normalisée, comme on dit, de lire l'ensemble des textes occitans, y compris les textes contemporains. Il y a une grande littérature occitane aujourd'hui en France, mais je ne crois pas du tout qu'il y ait... Alors, il y a eu ensuite, en effet, une récupération idéologique de type comme le nationalisme corse, comme le... Oui. On pourrait dire comme séparatiste, d'ailleurs. Oui, on pourrait dire comme la Bretagne. La Bretagne, on peut penser à Olivier Mordrel, à d'autres, bien entendu. Ou au FLB, même, à certains égards. Mais bien entendu. Et puis ensuite, il y a des mouvements de récupération, il y a un glissement des plaques tectoniques et des mouvements autonomistes qui ne sont pas nécessairement séparatistes ou indépendantistes. Oui, ouais. Tout à fait. Tout à fait. Mais si vous le permettez, je voulais juste un mot en insistant un peu sur ce que disaient Jean-Philippe Chauvin et Philippe Maxence. Un point important sur sa question, à mon avis, du déracinement, c'est ce que vous avez souligné tous les deux. Du côté populaire, avec l'anecdote que vous avez rapportée, Philippe Maxence, de cette mayonnaise qui n'est pas sortie de sa patrie, et puis de ces élites ou de ces contre-élites je crois qu'il y a là une différence vraiment de fond
qui saute aux yeux aujourd'hui encore de manière très, très virulente, c'est voir à quel point les contre-élites modernes sont complètement ont pris fait et cause pour ce qu'ils appellent l'universalisme, sans savoir d'ailleurs de quoi ils parlent, mais absolument pas. Et puis un petit peuple, le peuple des Gilets jaunes, enfin le peuple réel, on dirait le peuple charnel, qui lui demeure malgré tout, c'est une anecdote touchante, je trouve, ce que vous avez rapporté, qui lui demeure enraciné, sans même théoriser oui, bien sûr. son enracinement. Mais enfin, le divorce me paraît colossal. Et quand on commence à conceptualiser une identité, c'est que celle-ci ne se porte pas bien. Souvent. Et l'enracinement aussi, malheureusement. Tout à fait. Alors, Jean-Philippe Chauvin, vous êtes breton, militant royaliste breton. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'enracinement? Comment le concevez-vous à la lumière de Maurras, mais aussi de la Tour du Pin et d'autres? Simone Veil disait « La nation renaîtra de ses fragments ». Alors ne faut-il pas justement, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, recommencer par le local pour après monter les étages afin de revenir à l'étage supérieur? C'est sans doute comme ça qu'il faudrait faire. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une éducation nationale qui ne favorise pas les cultures, les histoires, les provinces, tout simplement. Il suffit de regarder un manuel d'histoire pour constater que même, par exemple, sur des cartes du Moyen-Âge, je prends un exemple simple, la Bretagne est intégrée dans la France. Quand on sait que c'est à partir de 1488, puis de 1532, que la Bretagne entre vraiment dans le royaume de France et qu'elle reste autonome jusqu'à la nuit du 4 août. Il n'y a pas d'histoire dans les manuels d'histoire de la République, il n'y a pas d'histoire régionale ou provinciale. Il n'y a qu'une histoire qui s'impose d'en haut, quelque part, une et indivisible. Il n'y a même plus d'ailleurs de l'histoire de France, pratiquement plus. On voit quelques éléments comme la Révolution française et l'Empire, d'ailleurs dans le cadre de la nation. Et alors ce qui est intéressant, c'est de voir d'ailleurs que ce qu'on demande en gros d'expliquer, c'est que la nation, c'est le peuple français, etc. C'est un peuple révolutionnaire d'une certaine manière, c'est la nation jacobine. Or, ce que j'explique à mes élèves, c'est qu'on est passé d'une nation de nations, au pluriel, d'une nation dynastique, d'une nation plurielle, à une nation une et indivisible qui, en définitive, nie ce qui fait la force de la France. Il y a une anecdote que m'avait raconté Michel Duval, malheureusement décédé, qui était un vieux royaliste qui s'est beaucoup intéressé, qui est très enraciné, très breton, qui s'est beaucoup intéressé aux arbres de la liberté. Il avait constaté que dans un certain nombre de cas, les arbres de la liberté qui avaient été plantés en Bretagne étaient des mâts, tout simplement, sans racines. Et il y voyait une symbolique assez forte, en définitive, contrairement à ce qui s'est passé en 1848, où c'était des vrais arbres qu'on replantait. Il y a l'idée, je pense, que Pagnol avait laissé entendre, d'ailleurs, que les manuels d'histoire, les manuels scolaires étaient faits pour créer une identité une et indivisible, une identité qui nous rappelle souvent qu'elle se rapproche du mot égalité, mais d'une égalité dans le sens niveleur du terme. Mais il n'y a pas que les manuels d'histoire. Il y a les manuels de géographie. Les manuels de géographie sont sans doute beaucoup plus idéologiques qu'on ne le croit. Car quand vous regardez les manuels de géographie, on voit bien qu'on a un certain nombre d'échelles qui sont mises en avant, mais que l'échelle régionale n'est vue que de manière administrative. Ouais. Or, tout est politique. Alors non, tout est politique peut-être pas, mais politique d'abord, comme dirait l'autre. Je sentais que vous alliez la sortir. Voilà. Mais simplement parce que quand on voit la question de la délimitation des régions actuelles, certains voudraient qu'on revienne aux provinces d'avant, au niveau administratif et tout. Oui, pourquoi pas. Mais il y a manière de faire plus simple. On peut admettre que certaines identités sont assez proches, certaines racines sont assez proches pour pouvoir se mêler dans un cadre administratif. Ce qui est assez inquiétant, c'est que la République est incapable de comprendre ce que peut être l'histoire, ou quand elle le comprend, elle le combat. Je vais prendre le cas de la Bretagne. Nantes n'est pas en Bretagne. On a créé les Pays de la Loire qui sont quelque chose de totalement artificiel. Nantes n'est pas en Bretagne alors qu'elle devrait l'être. Et on constate d'ailleurs, et ça revient sur ce que je disais tout à l'heure, le déracinement des élites urbaines, c'est que quand vous allez à Rennes ou à Nantes, vous posez la question aux gens de savoir s'il faut une réunification bretonne de Nantes, de Rennes et tout, eh bien majoritairement les gens disent non, c'est pas nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'ils se veulent citoyens du monde, etc. Ils se veulent européens, ils se veulent autre chose, et que, ma foi, ils sont rennais ou ils sont nantais, ils ne se sentent pas bretons. Et pourtant, le fédéralisme bien compris,
une attitude politique de décentralisation qui laisse aux régions le soin de récupérer un certain nombre de leurs traditions pourrait être extrêmement intéressant et même efficace au niveau économique. Je donne l'exemple toujours de la Bretagne. Rennes et Nantes, excusez-moi, Rennes et Nantes sont deux métropoles qui sont désormais assez importantes, assez développées. L'une est la capitale de la Bretagne administrative, l'autre de la région Pays de la Loire. Et ces villes, en fait, ne peuvent pas travailler complètement l'une avec l'autre, même si c'est les mêmes municipalités socialistes, parce qu'elles sont dans deux régions différentes. Or, l'intérêt d'un redécoupage régional qui prenne en compte l'histoire, au-delà du fait du sentiment, c'est qu'en réunissant deux métropoles, on a non pas 1 plus 1, on n'a pas Rennes et Nantes, on a 1 plus 1 égale non pas 2, mais égale 3. On sait que cela peut créer une synergie métropolitaine qui permettrait justement à la Bretagne de redevenir une province, une région qui développe toute la particularité de ses patrimoines, et pas seulement au niveau des langues, mais aussi au niveau économique, etc. etc. Or, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'on l'a vu avec le Grand Est, on a créé le Grand Est en niant l'identité de l'Alsace. Ce qui fait que, du coup, le jacobinisme parisien de Manuel Valls et de François Hollande a réussi à recréer une sorte de mouvement autonomiste séparatiste alsacien qui se réfugie désormais dans l'Europe, puisque l'Europe leur semble plus favorable que la France elle-même. Donc on voit exactement ce que disait Maurras il y a un siècle, ce que disait La Tour du Pin il y a un siècle et demi, c'est que la République, en définitive, se veut une indivisible, mais qu'elle prépare en définitive le séparatisme, qu'elle prépare la séparation en refusant les racines. Elle ne veut être que ce tronc de liberté sans racines. Elle l'avait déjà séparé au moment où elle a guillotiné Louis XVI par le couperet qui est tombé et par tout ce qui s'en est suivi avec la terreur, etc. Et quand Balzac disait qu'en coupant la tête à Louis XVI, on avait coupé la tête à tous les pères de famille et tout, il pensait aussi on a coupé la tête à toutes les familles. En définitive, à partir du moment où justement, à travers la Révolution française, on ne voit plus que l'individu, d'ailleurs, on a supprimé tous les corps intermédiaires à ce moment-là, que ce soit les régions ou les corporations. Justement, j'ai intitulé l'émission « Localisme et fédéralisme ou la nécessité de défendre l'enracinement ». Bon, là, on a essayé un petit peu de brosser à grands traits ce qu'était l'enracinement, on va y revenir. Simplement, le localisme, bon, je crois que les auditeurs ont compris, mais le fédéralisme est un terme ambigu, ambivalent, qui malheureusement n'est pas toujours compris dans sa juste définition. On croit même que le fédéralisme, quelquefois, c'est le jacobinisme, alors que ça en est exactement l'inverse. Et le fédéralisme va de pair avec le principe de subsidiarité, c'est-à-dire un principe de souveraineté partagée et de compétences suffisantes, où on va au plus bas de l'échelle pour essayer de trouver un mode d'organisation satisfaisante, et on remonte l'échelle donc de la région à la nation, de la nation éventuellement à l'Europe. C'est aussi une manière de montrer que c'est toujours le small is beautiful, cher Philippe Maxence, qui fait qu'on va toujours plus vers de décentralisation, mais que la décentralisation n'est pas décidée par l'État. La décentralisation est décidée par le local, qui ensuite, s'il ne peut pas régler le problème, va vers le régional, qui va vers le familial, qui va vers le... Voilà, c'est d'une certaine façon un enchevêtrement de petits pouvoirs jusqu'au grand pouvoir pour essayer de juguler l'État centralisateur et le marché qui pourrait réguler tout cela. Je crois qu'il y a aujourd'hui une confusion sur le terme de fédéralisme parce que justement les européistes ont récupéré ce terme. Or le fédéralisme français, justement, il part du principe que la France est un État et que la France est une nation de nations au pluriel, une nation de peuples, etc. Et le fédéralisme, justement, c'est l'application du principe de subsidiarité, effectivement, mais... Une remarque qui m'avait beaucoup marqué, il y a quelques années, lors d'un colloque, je crois que c'était Monsieur Soleil qui avait dit qu'avant la Révolution française, il n'y avait pas un pouvoir et des contre-pouvoirs, mais il y avait un pouvoir versaillais, enfin national, d'État, et il y avait des pouvoirs. Et c'est vrai qu'il y a des pouvoirs provinciaux, des pouvoirs communaux, des pouvoirs des paroisses, des pouvoirs professionnels. Or aujourd'hui, on voit bien qu'on nous vante la gouvernance qui est en fait une manière de très haut je dirais, disperser un peu plus. Aujourd'hui, on individualise les personnes, on va maximiser certaines communautés et on oublie justement les provinces, on oublie les communautés d'origine au sens historique du terme. Faire participer en réalité les individus, ce sur quoi ils sont le plus compétents,
à la base, Tout à fait. démocratie de proximité, et on remonte au niveau supérieur si on ne peut pas régler au niveau inférieur. L'autorité en haut, les libertés à la base, disait Maurras, et la Tour du Pin parlait de la démocratie, n'avait pas peur de ce terme-là, la démocratie dans les communes, au sens fort du terme. Il avait repris d'ailleurs la sentence, si j'ose dire, de Frédéric Leplay, la monarchie dans l'État, l'aristocratie dans la province et la démocratie dans la Tout à fait. commune. En la dénonçant à la tête de l'État. C'est-à-dire qu'on a mis, la Révolution française et le reste, ont mis le monde à l'envers, en définitive. La démocratie ne doit pas être dans la tête de l'État, elle doit être dans ce que vivent les gens. Aujourd'hui, les gens sont extrêmement frustrés. Pourquoi est-ce qu'ils ne participent plus aux élections? Pourquoi ils se sentent toujours insatisfaits? Pourquoi est-ce qu'ils votent plutôt contre que pour un programme politique? Justement parce qu'ils se sentent dépossédés. Alors, une question qui va peut-être faire débat. Chaque année se déroule le Festival interceltique de Lorient, en Bretagne. Je ne sais pas si vous y êtes allés Non, pas cette année. les uns et les autres. Pas cette année, mais vous y êtes allés dans les Je suis précédentes. allé il y a quelques années. Oui. Bon. Est-ce qu'à votre avis, il s'agit de folklore un peu hybride, artificiel, qui ne renvoie pas à une réalité charnelle, réelle? Ou est-ce qu'à votre avis, c'est encore la manifestation même folklorique d'un résidu de ce que pourrait être une identité régionale bretonne, irlandaise, celtique? Est-ce que vous avez un point de vue plutôt positif ou plutôt négatif d'un point de vue identitaire sur la question du festival interceltique de Lorient, par exemple? Il faudrait demander sans doute au premier chef, Alors, oui, au Breton. Au Breton, Jean-Philippe Chauvin. Effectivement, je suis assez partagé parce que le festival interceltique nous rappelle à un certain nombre de personnes extérieures, français ou étrangers, que la Bretagne existe. Et qu'au-delà, il y a effectivement des liens anciens avec des mondes celtes, etc. Oui, d'accord. Mais effectivement, il y a peut-être l'enfermement dans un certain folklorisme. C'est-à-dire que je vois des gens très sympathiques. Les bagades, c'est très vivant. Ça, en revanche, c'est très vivant. Mais je vois bien que, par exemple, ce qui m'a toujours un peu gêné, c'est tous ces costumes qu'on emploie, ces habits qu'on ne sort plus que ce jour-là. Or, j'ai connu l'époque où il y avait encore des vrais, des gens qui les portaient régulièrement. Et effectivement, il y a ce côté un peu carte postale qui me gêne. En même temps, c'est le rappel de ce que nous avons été. Mais nous avons, par exemple, des Bretons qui portent des costumes bretons contemporains, que là, on ne va pas voir forcément lors de ce festival, parce que les gens veulent voir justement du folklore. Et c'est peut-être le piège, c'est qu'en même temps, ça a donné une visibilité à la Bretagne, mais en même temps, ça l'a ramené à une image un petit peu surannée, et surtout une image qui n'est plus vraie, parce que ceux qui portent ces costumes, et que je connais pour beaucoup, et qui sont très sympathiques, et quand ils font des bagades, là, ça a du sens, mais pour le reste, c'est plus de la reconstitution que d'une véritable identité provinciale. Cela dit, et proportionnellement, les écoles d'Iwan, par exemple, sont de plus en plus nombreuses en Bretagne. Oui, mais elles sont de plus en plus en même temps marginalisées. On voit que l'école publique, par exemple, fait la guerre à Diwan depuis des années. On voit que Diwan est en grande difficulté. Et puis moi, je vois surtout que le nombre de locuteurs du breton ne cesse de diminuer. Quand j'ai été guide à la cathédrale de Quimper il y a presque 40 ans maintenant, quand nous allions aux abords, on avait encore des gens qui parlaient breton, et c'était souvent un curé qui nous faisait la traduction, si je puis dire, et tout. Et maintenant, ça a totalement disparu. Si je prends le cas de ma langue, entre guillemets, natale, le gallo, qui est c'est une langue romane très proche du français. On dirait, certains diraient de manière péjorative, mais moi je ne le prends pas de péjoratif, pas dans le sens péjoratif, un patois. Eh bien, le gallo a complètement disparu. Et je me souviens quand même que dans mon école, mon maître l'instituteur était un homme très sympathique. Néanmoins, si on avait le malheur, parce que nos nourrices étaient souvent, dans les familles de profs, étaient souvent de la campagne, si on employait un mot de galop, etc., on avait le droit à la punition. Il fallait montrer les doigts et avoir un coup de règle. Il faut savoir aussi que ça a été ça quand même, cette espèce d'uniformisation et de nivellement par la République scolaire. Bobino, on se retrouve tout de suite après. Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais donné, même pas 5 €? Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux. Alors, si on peut être pessimiste sur le Festival interceltique de Lorient et sur les écoles d'Iwan, est-ce que vous constatez cela également en Provence, ou est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une avancée ou un recul?
Alors il y a indéniablement un recul de la pratique de la langue, exactement comme pour le gallo, c'est-à-dire que il n'y a quasiment, enfin dans le meilleur des cas, il s'agit d'un réapprentissage, mais l'interruption générationnelle de transmission de la langue est une réalité. Elle s'est opérée d'ailleurs à la génération de mes parents, c'est-à-dire en l'occurrence, c'est-à-dire que mes grands-parents, les 4 grands-parents maternels, paternels, parlent la langue d'oc et évidemment la comprennent, hein, c'est leur langue maternelle. La génération de mes parents, ils la comprennent parfaitement, ils ne la parlent absolument pas, et ma génération, même mes parents me disent non, c'est pas la peine que tu fasses de l'occitan au collège, fais de l'allemand et du latin et du grec ou de l'anglais, mais c'était parfaitement intériorisé, hein, la rupture, d'où le fait d'y revenir plus tard. Alors l'écueil, effectivement, c'est celui de la folklorisation, et quand on cesse d'entendre dans le folk au sens germanique, le peuple, quand on muséifie, et évidemment, donc ça veut dire que l'on embaume et que l'on a affaire à un cadavre et pas à un organisme vivant. Alors cette folklorisation existe, mais je vois dans les organisations félibréennes que je connais, qu'elles soient rouergates ou provençales, je ne crois pas. Alors il y a aussi l'aspect costume, il y a l'aspect danse, mais lorsque l'on parle véritablement avec ceux qui assistent à ce type de manifestation, on n'a plus affaire au folklore, on a affaire vraiment à quelque chose de très intérieur, y compris d'ailleurs, pour vous donner un exemple, avec des gens qui sont tout à fait... qui relèvent de la population la plus, pas intellectuelle, presque paysanne, enfin, et paysanne aussi, mais qui vont vous parler avec beaucoup de science de l'onomastique des lieux, de l'onomastique, hein, voilà tel nom, et qui vont faire une série de rapprochements. C'est vivant. Oui, mais est-ce qu'ils ont les relais nécessaires pour quotidiennement avoir cette tendance à se réapproprier cette identité, cette langue? Non, parce que le rouleau compresseur jacobin dont on parlait, l'éradication, le désenracinement, toujours pareil, enfin c'est très vieux, tout ça c'est très ancien, mais le fait que le peuple français ait été défrancisé, ce que l'on constate aujourd'hui, et débretonisé et désoccitanisé, tout ce que l'on voudra, bon, ce processus d'éradication en vue des grandes abstractions républicaines, enfin des grands des immortels principes, comme on dit, ça a fonctionné. Et aujourd'hui, en effet, on se retrouve avec des individus, en effet, avec des modades complètement abstraites, c'est-à-dire creuses et vides. Et donc la récupération, le travail de réappropriation de soi est très difficile, parce qu'on a une série de bulldozers devant soi, et au premier chef, le bulldozer de l'État, bien sûr. Alors vous, pardon, allez-y. Oui, je voulais réagir à ce que disait Rémi. Je pense que je suis bien d'accord sur le constat de la propagande et du pouvoir jacobin qui a, au moins dans toute l'histoire, on va dire, pour pas remonter trop loin, mais toute la Troisième République, imposé, c'est notamment le cas pour la Bretagne de manière très forte, imposer l'enseignement du français et au détriment des langues régionales. Je ne vais pas rentrer dans les questions de patois, etc. Est-ce que c'est une véritable langue? J'ai aucune compétence pour le faire, donc je permettrai de ne pas m'aventurer là-dedans. Cela étant, la République jacobine a été puissamment aidée, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup ici, par la technique. Je pense que le fait qu'on mette une télévision dans chaque foyer a fait beaucoup plus, en tous les cas beaucoup plus rapidement, à achever, je parle de la télévision, mais je pourrais parler d'autres moyens beaucoup plus récents, à achever le déracinement que les hussards noirs quand même avaient vraiment mis en œuvre et appliqué de manière radicale. Loin de moi de défendre et d'une part la République et d'autre part la République jacobine, donc ça on est bien d'accord, mais il ne faut pas oublier dans l'analyse du processus, c'est que nous sommes face à une uniformisation portée par des moyens techniques, portée par l'école certes, portée par l'État français, mais lui-même l'État français, que représente-t-il aujourd'hui dans une Europe beaucoup plus large? Tout ça s'inscrit aussi dans un processus de mondialisation, de puissance économique extrêmement forte, où on parle d'enracinement, moi je suis bien d'accord, mais quand professionnellement vous êtes envoyé, non pas simplement à l'autre bout de la planète, parce que
vous êtes cadre, etc. Mais simplement, vous trouvez du travail. Vous êtes du Nord, vous trouvez du travail dans le Sud. Vous êtes du Sud, vous trouvez du travail en Alsace. Et vous perdez vos repères, vous perdez pas simplement votre langue, que vous avez déjà perdu de toute façon. Rémi a tout à fait raison sur les strates généalogiques, si je puis dire. C'est de l'ordre de nos parents, voire de nos grands-parents. Les Normands, par exemple, ont été proches de Paris, ont subi cette influence jacobine de manière beaucoup plus rapide que certaines autres régions beaucoup plus éloignées. Mais il y a tout un processus donc général, économique, financier, technique qui va dans ce même sens et qui crée de l'individu et de l'individu. Je vous laisse la parole, mais voilà, voilà, c'est toute cette difficulté auquel on est confronté. C'est un petit peu aussi ce que j'ai pu observer dans les milieux identitaires ou anticonformistes au sens large du terme, c'est qu'on met en accusation le jacobinisme par rapport à son éradication des corps intermédiaires, des identités collectives, à cause de sa centralisation, etc. Et assez peu, finalement, de son pendant, d'une certaine façon, à grande échelle, alors que le jacobinisme c'est à petite échelle, du système technico-mondialiste ou technico-capitaliste qui arrase les identités, qui a commencé à araser le jacobinisme. Oui, mais je crois que c'est lié, c'est-à-dire qu'on a, je serai très très bref, mais c'est ce mouvement, cette fuite en avant qui est inhérente au libéralisme lui-même, et comme il fallait déverrouiller un certain nombre de verrous précisément, qui étaient des entraves au commerce, etc., etc., la lecture marxienne pour le coup de la Révolution française me paraît tout à fait juste. Il fallait faire sauter un certain nombre de verrous, donc un certain nombre de libertés concrètes et d'identités concrètes au bénéfice d'un espace plus grand, et ce processus-là est quasiment infini. L'aboutissement, c'est la mondialisation. On parlait d'ailleurs de république universelle dans les textes sur les droits de l'homme au moment de la Révolution française. Mais évidemment. Ça annonçait d'une certaine façon cette uniformisation à l'échelle nationale, continentale et mondiale. Absolument. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, c'est très marquant, et c'est pour ça que j'évoquais les jeunes élites, etc. Quel est leur mode d'expression? Ça va être l'anglais. Leurs jeux, les jeux vidéo, je regarde un petit peu par-dessus leur épaule, les jeux vidéo, tout ce qu'ils apprennent même maintenant en sciences, quand ils vont à Sciences Po, quand ils vont à Dauphine, on ne parle plus qu'en anglais. Une de mes élèves faisait un exposé ce matin, elle est allée dans une grosse boîte de conseil, etc., née aux États-Unis, elle me dit la langue de communication, c'est l'anglais pour aller vite, etc. Et donc on se rend compte qu'on est dans ce bain technique, parce que Jacques Ellul avait raison quand il disait que la technique n'est pas neutre, et en définitive, comment faire? Et c'est pour ça que l'idée de revenir sur, par exemple, pour mon compte, sur l'histoire de France, en rapport aussi avec les pays européens, mais de revenir sur les histoires régionales, de montrer non pas non pas d'être contre quelque chose, mais d'être pour et de valoriser ce qui est nos héritages, eh bien ça me semble très important, parce que c'est maintenant qu'il faut valoriser nos héritages, et je pense que justement il faut un cadre politique solide et un État solide. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui on a un État qui depuis Giscard d'Estaing fait ses premières déclarations en anglais. Il faut aussi une mentalité lucide. Et le problème, c'est que autant de bonnes choses sont promues, on est bien d'accord. Mais la difficulté de pouvoir les mettre en place sont plus que difficiles. Maintenant, il ne faut pas désespérer l'Orient. Je pense qu'il y a un enracinement souterrain, c'est-à-dire qu'il y a, j'avais parlé jadis de droite souterraine, entre guillemets, droite au sens historique du terme, je pense que je le vois quand même, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément un portable, qu'on va trouver dans tel endroit, dans telle chapelle, en train de remettre un calvaire, de travailler sur un vitrail, etc. Je pense qu'il y a toutes ces petites associations de sauvegarde du patrimoine qui sont, à mon avis, extrêmement importantes. Les bagades que j'évoquais, tout d'un coup on voit des jeunes qui veulent danser comme avant, ils se costument pas de manière folklorique et tout, mais ça c'est intéressant parce que c'est un rapport véritablement à la terre, au mouvement et à une histoire quelque part. Donc je pense que malgré tout ce qu'on a dit, il y a quand même quelques signes d'espérance. Alors est-ce qu'on peut l'étendre à l'Alsace et à d'autres régions, ou est-ce que ça vous paraît là aussi ténu? Ça, je ne saurais pas y répondre. Rémi Soulier. A priori, mais là, je n'ai pas d'informations précises. Enfin, il se trouve que j'ai été en Alsace il y a
très peu de temps, il y a quelques mois, et j'ai rencontré de jeunes Alsaciens, strasbourgeois en l'occurrence, et mais alors, effectivement, je ne fréquente pas non plus tous les types d'Alsaciens. Mais enfin, bon, l'enracinement alsacien m'est apparu tout à fait vivant chez une certaine jeunesse, nombreuse et active. Donc oui, je crois qu'il y a en effet des bribes, en effet des fragments, et puis des groupes qui se constituent, et des prises de conscience identitaires. Philippe Maxence faisait allusion à la prise de conscience identitaire de certains jeunes Français déchristianisés, décatholicisés, qui se remettent à se dire, finalement, la religion constitutive de l'histoire française la plus récente, bon, c'est la religion catholique. Donc il y a tout de même un retour dans la jeunesse d'un sentiment identitaire fort qui se manifeste de différentes manières et dans la plus grande liberté. Je crois qu'on peut l'étendre au Pays Basque et à la Corse, par exemple. J'ai tendance à penser que oui. Alors, si je peux rebondir, cher Arnaud, en faisant une comparaison avec, il se trouve que j'ai pas mal travaillé la révolution irlandaise, et donc un peuple aussi là qui était occupé depuis des siècles et qui donc subissait les règles et les lois et les mœurs et la culture d'un autre pays. Ce que j'avais noté qui me semblait assez intéressant, et ça va résonner avec ce qu'a dit Jean-Philippe Chauvin, je pense, c'est que avant de trouver une traduction politique, ils ont commencé par se réapproprier effectivement leur culture dans ces modes divers d'expression, y compris les sports nationaux. Proprement irlandais ou celtique, là je ne suis pas assez compétent pour déterminer s'il y a une vraie différence. En tous les cas, ils se sont réappropriés leur culture, réappropriés leurs mœurs en fait, leur mode de vie, etc., réapproprier leur religion, également, en tout cas leur religion historique depuis plusieurs siècles. Sauf qu'il y a un moment, et c'est là où nous butons quand même, il y a un moment, il faut que ça trouve une traduction politique. Autant je pense que l'autorité en haut et les républiques en bas, tout ça peut vivre dans un cadre qui s'est développé, j'allais dire, quasiment harmonieusement et avec une monarchie qui s'est affirmée et de manière forte, mais qui restait malgré tout limitée. Alors évidemment, on ne résume pas 1000 ans de monarchie à juste une phrase comme ça. Il y a eu de toute façon un mouvement de centralisation initié par la monarchie française, je pense. On pourra en débattre. Ça va avoir un débat très long. Très long, oui. Je n'ai certainement pas les compétences. En tous les cas, il me semble qu'aujourd'hui, on ne peut pas espérer de reconstruction d'une société vivable, reposant sur des communautés, sans une autorité forte qui le permette. Et ça exige, c'est un double mouvement, ça exige de se libérer aujourd'hui de la République jacobine, dans toute son étendue et dans tout ce qu'elle est aujourd'hui, et ça exige aussi de se libérer de Bruxelles, qui là applique un jacobinisme à l'échelle européenne. Je pense qu'il y avait Jean-Philippe De Gaulle, qu'on peut apprécier ou ne pas apprécier, avait compris cela d'une certaine manière. Parce que la politique qu'il fait autour de la régionalisation et sur laquelle il va tomber et tout, c'est l'idée qu'il pense que la Ve République est assez forte désormais pour pouvoir justement ouvrir la question provinciale. Je n'oublie pas quand même que le dernier discours qu'il fait en Bretagne à Quimper, il le termine par quelques mots de breton. Et personne ne va dire qu'il est un autonomiste ou un séparatiste, sauf les ultra-jacobins d'une certaine gauche de l'époque, qu'on pourrait qualifier de mélanchonistes aujourd'hui, etc., etc. Ou d'une certaine droite d'ailleurs. Oui, aussi. Mais je pense qu'effectivement, là on revient, il faut un moment ou un autre l'outil politique, il faut l'instrument politique, il faut l'état politique pour pouvoir assurer le reste. Parce qu'effectivement, s'il manque la clé de voûte quelque part, la voûte s'effondre. Oui, c'est la différence entre le social et le politique. Ouais. Et là, on a beaucoup parlé de social, me semble-t-il, mais si on ne parle pas de ce qui est nécessaire au plan politique... Alors attendez, je vais monter un cran au-dessus, il y a aussi le spirituel. Certes, bien sûr. Parce que ça ne se décrète pas. Je vais pas aller contre. Voilà, exactement. Mais c'est un petit peu ce que Simone Veil, dans son livre, a essayé de montrer, l'enracinement en général et l'enracinement spirituel en particulier. Quand on parle de l'enracinement, aujourd'hui,
on parle surtout des auteurs régionalistes, moi-même d'ailleurs, Vincenot, Pourra et Bazin et écrivains. Il y en a beaucoup, Ramuz, enfin bon. Mais on a quand même l'intérêt du livre de Simone Veil, L'Enracinement, c'est de monter du petit jusqu'au plus haut pour essayer justement de montrer toutes les strates qui font l'enracinement d'une nation et l'enracinement d'un peuple. Et Denis de Rougemont disait je ne suis pas contre l'État, je suis pour qu'il y en ait à chaque étage. C'est un petit peu cette application du principe de subsidiarité qu'il faudrait ou qu'il serait bon de faire en sorte qu'il puisse se remettre à vivre. Oui, il n'y a aucun doute, mais le problème des élites, on y revient, hein, donc ou des clés de voûte, disons, puisque c'est une des formules qui a été utilisée, tant du point de vue temporel que du point de vue spirituel. Qu'en est-il aujourd'hui ? Moi, je crois que le peuple, ce qu'il reste de peuple français, est infiniment plus sain que les contre-élites dont il a été question. C'est-à-dire, y a-t-il aujourd'hui pays légal, pays réel ? Mais oui, enfin, je crois toujours, véritablement. Et donc, y a-t-il aujourd'hui une élite politique ou même un personnage politique dont la vision susceptible d'être partagée, d'être entendue, d'être visibilisée, si j'ose dire, entre guillemets, ce personnage-là existe-t-il ? Qu'en est-il du prince ? Dirais-je au sens large du mot. Qu'en est-il du prince ? Voilà. Et puis, sur le versant spirituel, qu'en est-il du pouvoir de l'autorité spirituelle ? C'est-à-dire, qu'en est-il, en l'occurrence, de l'Église catholique ? Et qu'en est-il de la papauté ? Voilà. Montons aux extrêmes des deux côtés, et qu'avons-nous ? N'avons-nous pas, d'une manière ou d'une autre, ne sommes-nous pas confrontés à une double déliquescence ? Voilà. Philippe Maxence, là vous vous sentez forcément un petit peu interpellé, non ? Non, pas du tout. Je partage complètement ce constat. Et c'est un constat, effectivement, une déliquescence du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. Alors, ce qui va me différencier de Rémi, très certainement, c'est que pour moi, le catholicisme ne se limite pas à être la religion historique de la France. Je pense que ça va bien au-delà, mais c'est une autre question, un autre débat. Et c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc c'est très très clair sur cette déliquescence de ces deux pouvoirs. Il faut que les deux retrouvent ce qu'ils sont. Donc il faut travailler à ce qu'ils le fassent. C'est pas les mêmes modes tout à fait d'intervention pour ça. Autant il semblerait qu'il y ait de plus en plus de vocations. Oui, non mais et même peut-être de croyants. Alors de croyants, oui, ça c'est toujours. On évoquait la tête en l'occurrence, c'est vraiment la tête, hein, le cap, même le pape en l'occurrence, et puis et le prince, le pape et le prince. La cause formelle, celle qui donne, voilà, ça, donc je partage complètement. Je suis moins certain en revanche de l'impeccabilité, pardon de ce terme, du peuple. C'est-à-dire, je crois la distanciation, enfin l'opposition pays légal, pays réel, j'aimerais qu'elle soit juste. Aujourd'hui, alors c'est vrai qu'on a vu les gilets jaunes apparaître, ça a été en tout cas pour moi, une surprise. Reste quand même que je m'interroge beaucoup justement sur l'influence des médias qu'ingurgite, non pas simplement d'ailleurs ce qu'on appelait autrefois le petit peuple, hein, qu'ingurgite tout le monde en fait. Et même j'entendais Jean-Philippe Chauvin parler de l'anglais qui est devenu la langue obligatoire et quasi universelle. C'est un certain anglais en plus. Oui, c'est quand il se trouve que le globish, que mes amis anglais, puisque je trouve que étant normand, j'ai des relations de l'autre côté de la Manche très très proches, que mes amis anglais sont effrayés d'entendre, pas simplement pour une question d'accent, mais pour une question de réduction du vocabulaire, enfin, etc., etc. Donc moi, je suis moins sûr. Je voudrais pas faire le pessimiste de la séance, mais je suis moins sûr de cette existence d'un pays réel qui soit encore suffisamment solide. Aujourd'hui, on voit dans les sondages, par exemple, qu'une majorité de Français sont favorables au mariage pour tous et qu'on ne pourrait pas revenir sur ce mariage-là. Sur la PMA, même chose. Sur des tas de questions, à part peut-être l'immigration et l'insécurité, malheureusement, il y a un reflux de la population française. Est un vrai sujet sur lequel il y a, pour le coup, je pense, je vais aller dans le sens, il y a un pays réel.
qui Voilà, réagit il y a un parce pays réel. Oui, parce un pays qu'il réel. le subit. Et parce qu'il est Pardon, concerné au premier chef. Et je suis tout à fait d'accord, effectivement. D'abord, il y a sans doute une définition, une redéfinition de ce qu'on appelle le pays réel, parce que le pays réel, ça n'a jamais été la majorité silencieuse, contrairement à ce qu'on a cru. C'était justement le pays, et ça nous renvoie à l'émission, le pays enraciné d'une certaine manière. Or, effectivement, aujourd'hui, eh bien, il y a des formes de déracinement, y compris au sein des campagnes. Parce que quand je vais, par exemple, on parlait de la Mayenne, mais je passe aussi par la Mayenne, mais je suis très surpris de voir qu'il n'y a quasiment plus de boulangerie, qu'il n'y a plus de charcuterie. En revanche, on va avoir le kebab, on va avoir le McDo qui ont pris la place d'une certaine manière. Et là, on voit que le pays, je dirais, initial, le pays premier, etc., il se retrouve de plus en plus vers le pays commercial, vers le pays mondial, donc vers une forme de pays légal, même si son comportement par rapport au pays légal politique n'est pas forcément, je dirais, positif, n'est pas forcément un grand amour entre, justement, ce qu'il espère et ce que le politique incarne. Et il me semble de surcroît qu'il n'en faudrait pas beaucoup, c'est précisément, il faudrait le prince, si j'ose dire, mais il n'en faudrait pas beaucoup pour que le pays réel dont nous parlons redevienne lui-même. Il me semble que le peuple a gardé une mémoire beaucoup plus profonde de ce qu'il est que ce qui nous sert de prince aujourd'hui. La seule chose qui peut consoler, c'est qu'on ne peut pas changer d'anthropologie, a priori. Oui, aussi. Oui, bien sûr. Mais on va très loin dans ce sens-là aujourd'hui. On veut essayer d'en venir à bout. Là aussi, j'irais tout à fait dans le sens de Rémi. Il faudrait le prince. Encore faudrait-il que le prince soit lui-même, ne soit pas occupé mentalement par tout ce qu'on a décrit. C'est ça. Et le pape aussi. Mais oui, le pape, c'est le prince. C'est lié, oui, bien entendu. C'est le prince spirituel. Pouvoir temporel, autorité spirituelle. Le problème, c'est que toutes ces élites ou ces pseudo-élites politiques, sociales, religieuses, etc., sont mentalement occupées par d'autres schémas. Alors, quelques messages d'auditeurs. Bonjour messieurs, belle émission sur le régionalisme. Une remarque toutefois, ce qui me choque en occitan, ce sont les féminins en haut, ce qui est une hérésie pour une langue romane, Cupo Santo, etc. Mais l'on a dit que c'était Mistral qui avait fixé cette orthographe, car au Moyen-Âge, les féminins étaient encore en A. Qu'en pensez-vous? Idem la Corse tord la philologie latine et dit cutuma pour la mairie commune en italien. Pour ce qui est de l'occitan, oui, notre auditeur a tout à fait raison, effectivement. La fin, alors que dans la graphie normalisée occitane, on y créa un A, bien entendu. Oui, c'est tout à fait exact. En ce qui concerne le corse, ça, je ne peux pas me prononcer. Alors, bonjour. Pourriez-vous nous décrire la différence entre fédération et confédération et situer cette différence dans le souverainisme, le localisme, voire le nationalisme? Alors là, il nous reste 5 minutes, ça va être difficile de répondre. On va essayer. On a un homme de l'art, là. En fait, la France peut être vue comme une fédération, et si on veut un projet européen, quel qu'il soit, on pourrait parler plutôt d'une confédération d'États souverains. C'est-à-dire que la fédération reconnaît un certain nombre de pouvoirs, mais il y a un pouvoir d'État qui surplombe, sans forcément intervenir partout, qui est plus un pouvoir d'arbitre, tandis que la confédération, ce sont des États souverains en tant que tels, qui sont les uns à côté des autres, et qui peuvent se retrouver pour un projet commun, éventuellement. Sauf si on applique le principe de subsidiarité et que l'on va jusqu'à l'Europe, où là, ça devient une fédération. Oui, mais pour l'instant, je pense que... En tant que maurassien, vous n'êtes pas d'accord. Oui, mais parce que non, c'est surtout que c'est Maurras mal dit quelque chose. Maurras dit quelque chose de très intéressant. Il dit que pour une fédération, il faut un fédérateur. Or, on sait que dans l'Union européenne, s'il y a un fédérateur, aujourd'hui, ça sera sûrement pas la France. Le fait que l'Allemagne, par exemple, ait mis parmi ses priorités d'être la première puissance militaire au niveau des budgets, etc., dans quelques années, et donc devant la France, laisse entendre que que l'Allemagne veut être le fédérateur. Je doute que ça soit bon pour l'Europe et pour la France, évidemment. En revanche, au niveau national, un fédérateur qui permette justement une fédération et une subsidiarité concrète, et pas seulement d'ailleurs dans les villages ou les communes, mais aussi dans les professions, dans les métiers, etc., avec évidemment, dans le cadre des développements économiques actuels, un fédérateur, il faut quelqu'un qui ait une autorité assez forte et qui ne soit pas toujours en train de la défendre par rapport à un candidat ou à un autre tous les 5 ans. Par rapport à l'Europe, il va falloir le chercher quand même, il va falloir le trouver.
C'est tout l'enjeu des années à venir et de ce que nous pouvons dire ici à ce micro. Je rappelle une chose, c'est que le président Pompidou avait eu une idée qui n'était pas stupide. C'était l'Europe des 6. Il avait proposé qu'il y ait une sorte de chef d'État souverain de l'Europe qui aurait été le grand-duc du Luxembourg, car on était certain que justement, il n'avait pas de volonté impérialiste. Et je trouve que cette idée d'en appeler un arbitre d'une certaine manière princier est pas totalement stupide, justement du plus petit État qu'il y avait au sein de l'Europe. Alors vous, Rémi Soulier, souverainisme, localisme, nationalisme, vous reconnaissez dans un de ces adjectifs ou est-ce que ça vous paraît dépassé, restrictif? Oh non, pas du tout. Tout dépend de l'urgence de la politique, si j'ose dire. Il y en a de nombreuses aujourd'hui. Moi, j'aime bien, même en dépit de ces ambiguïtés, j'aime bien le terme d'identité. Et en rester au terme d'identité, non pas parce que je ne veux pas me diriger vers un discours directement politique, donc souverainiste ou pas souverainiste. Enfin, bien sûr que je suis attaché à la souveraineté française, nationale. Enfin, c'est une. Et puis au-delà, à une souveraineté de type européen. Enfin, qui se distingue. Je reviens à ces espaces civilisationnels, qui se distinguent de ces grands espaces civilisationnels que sont la Chine, l'Inde, les États-Unis d'Amérique. Enfin, le monde de la multipolarité. Voilà, exactement. La question de la multipolarité aussi, pour le coup, à l'échelle mondiale. Mais je crois que si on creuse, comme on l'a fait aujourd'hui, si on creuse cette notion d'identité, on s'apercevra, à condition de ne pas la comprendre d'une manière dogmatique et monolithique, on comprendra qu'elle ouvre, d'abord qu'elle est ouverte en elle-même, et qu'elle permet d'accéder à toutes ces dimensions que vous avez citées, du nationalisme, du souverainisme, du localisme, qu'elle les hiérarchise et qu'elle les envisage d'une manière tout à fait vivante, une fois de plus. Donc je me reconnaîtrai plutôt dans ce terme, plus spontanément dans ce terme d'identité. Question un peu complexe aussi. Est-ce que les identités ont été défendues localement, ont été défendues nationalement, ont été soutenues dans le souverainisme national qui a été celui, stato-national qui a été celui de la Révolution française? Bref, est-ce qu'on peut conjuguer les trois ou est-ce que vous pensez que souverainisme, localisme et nationalisme ne se conjuguent pas forcément? Mais le problème, c'est que la question de la souveraineté, nous ne pouvons que raisonner aujourd'hui en fonction de la manière dont la Révolution française l'a posée. Et c'est-à-dire qu'elle l'a posée d'une manière jacobine, certes, mais elle l'a posée également d'une manière universaliste, ou qui se veut universaliste, c'est-à-dire vide et abstraite. Et à ce moment-là, si on reste prisonnier de ce langage et de ce biais de l'esprit, il devient très difficile de répondre. En revanche, si l'on en revient à ce qu'il y a de plus concret, de plus charnel, j'y reviens à ce beau mot péguiste, et de plus vital et de plus organique, et de plus concret, et bien là, les dimensions, j'allais presque dire que les dimensions peuvent fleurir d'une certaine manière, mais d'une manière naturelle, pour employer un gros mot, le gros mot de la politique naturelle. Philippe Maxence, pour conclure ou pour ne pas conclure? Ah non, pour ne pas conclure, parce que je pense que sur le terme de souveraineté, par exemple, ça renvoie quand même à toute l'histoire de la philosophie politique moderne. Et donc là, on va rentrer dans un autre débat. Moi, je me reconnais dans aucun des termes qui sont qui à leur manière sont réducteurs. Je pense qu'il faut sortir du cadre dans lequel on est, sortir mentalement du cadre du dans catholicisme. Non, mais qui a pas de raison d'avoir de forme politique, mais en tous les cas, il faut sortir du cadre mental. Et là, je rejoins Rémi, dans lequel on est, et pour sortir un jour du cadre politique dans lequel on est. Mais je crois, si je dois conclure, vraiment la nécessité du politique, du prince, pour sortir, pour permettre la renaissance d'une vraie société, dans toute son ampleur telle qu'on a essayé de le définir. Alors, merci à Jean-Philippe Chauvin, vous collaborez à la revue Le Bien Commun. Merci à Rémi Soulier qui a publié en 2018 Racination chez Pierre-Guillaume Deroux, Patrice Charnel et Provence Absolue des éditions de la Nouvelle Librairie. Merci à Philippe Maxence qui dirige et éditeur de L'Homme Nouveau, qui vient de publier donc l'ouvrage de Chesterton, Plaidoyer pour une propriété anticapitaliste. Merci messieurs et à bientôt.